Janvier 2021, 5e arrondissement de Paris. Les protagonistes de cette aventure, Julie Deshaies, océanographe physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat, Mathis, élève de seconde au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Julie accompagne depuis la Terre une équipe scientifique qui part en direction des îles Kerguelen prélever des milliers d'échantillons. Nous revivons avec elle ces 52 jours à bout de souffle. Plongeons dans la mer depuis la Terre. Nous sommes dans votre salon, Julie. C'est douillet et vaut mieux car il va être le théâtre de longues nuits de travail. Mais pour le moment, tout va bien. C'est le matin, nos tasses de café sont encore fumantes. On attend le départ du Marion Dufresne 2, ce grand navire océanographique qui doit quitter le port de l'île de la Réunion aujourd'hui, mercredi 6 janvier. Donc nous, on part pas en mer? On reste dans votre salon? Eh ben oui, nous on reste à terre, dans Paris. Il fait gris, il pleut dehors et la Réunion c'est l'été, il fait beau et donc voilà. Il est comment votre salon? Eh bien, il est tout petit parce qu'il est salon, salle à manger, chambre pour mon mari et moi parce qu'on est dans le 5e arrondissement, juste à côté de là où je travaille, à Jussieu. Et comme ça me permet de ne pas avoir de temps de transport et de tout faire dans un mouchoir de poche. En fin de période avec de violentes rafales, la mer sera forte à très forte. Finalement, le départ est un tout petit peu repoussé parce qu'il y a un tout petit cyclone qui passe au large de l'île de la Réunion. Pendant ce temps, on fait quoi? Et pendant ce temps, on vérifie qu'on est prêt en fait. Moi, ça m'arrange le cyclone. Parce que comme sympa. je sais pas trop ce qu'ils vont me demander depuis le bateau, j'ai la carte des stations qui doivent faire a priori, mais Les stations, c'est les arrêts que doit faire le bateau. Là où le bateau s'arrête pour prendre des mesures en mer et prendre des échantillons. Et comme c'est la première fois que je fais ça, je sais pas en fait ce qu'ils vont me demander, si je vais avoir du mal à répondre à leurs questions. Du coup, je suis plutôt contente, moi, dans ma tête, de me préparer, de vérifier 15 fois que j'ai bien tous les documents, les fichiers, que je sais les lire, que j'ai pas de problème, pour être vraiment au taquet. Parce que c'est ça aussi le métier de chercheur, et c'est pas toujours partir à l'autre bout de la Terre, il y a aussi ceux qui restent à terre et dont le métier c'est très 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 important pour ceux qui sont en mer. Oui, alors là, en fait, je suis contente d'être à terre parce que 2 jours avant, ils m'ont appelé en panique parce que l'ordinateur portable qu'ils avaient pris ne marchait pas, donc il a fallu en envoyer en urgence. Moi, je suis chez moi, je suis confortable et je peux du coup partir dans ma tête. Et en fait, parfois, oui, être dans un environnement extérieur, mon salon, avec ma tasse de thé favorite que j'utilise tous les jours, ça facilite à s'évader dans sa tête et puis avoir de contingences extérieures qui viennent parasiter cette concentration. Ah mince, j'avais fait du café, je vais faire du thé alors. J'alterne en fait, sinon c'est too much. Ça vous embête si je mets un peu de musique ou ça va vous déconcentrer? Alors ça dépend. En fait, parfois je mets la musique pour justement pas avoir de pensée parasite et vraiment être juste sur ce que je fais. Et parfois c'est trop et mon cerveau pense à la musique et du coup je l'arrête. Donc pareil, c'est comme le thé, le café en fait. Faut être flexible. Alors ça dépend aussi, quelle musique, Mathis, t'écoutes quoi? Moi, j'écoute un peu de tout. Hein. Bon, ça va alors, on va trouver un terrain d'entente. Alors non, moi c'est du jazz d'ascenseur. C'est le seul truc qui marche. Ah ouais, pour se concentrer, c'est pas mal. Les côtes en mi-journée demain, il y aura des rafales, mais agitées à forte parole de nord-ouest pour Pazen. Nord-ouest, vent de secteur sud-ouest 5 à 6, virant nord à nord-est 3 à 5. Quel est l'objectif de cette campagne scientifique? L'objectif est multiple. Il faut aller regarder, donc prendre des mesures de l'océan, le connaître dans une région qui est... alors c'est vaste, ils partent de la Réunion, ils vont frotter les côtes de l'Afrique du Sud et puis ils descendent plein sud vers des îles Marion, puis Crozet, puis Kerguelen. Donc ils voyagent dans des milieux océaniques qui sont très différents. Il y a du chaud salé, il y a du froid dessalé, mais surtout ils collectent des échantillons pour mesurer des éléments bio-géochimiques. Biochimique, ça veut dire la vie dans l'eau, donc du plancton, du zooplancton. Géochimique, c'est plutôt des éléments comme du fer, de la silice, des nitrates, etc. Et tout ça, c'est pour mesurer des choses comme par exemple combien l'océan capte de carbone, de CO2. Est-ce qu'il en inspire plus qu'il en expire? Précisément dans cette région-là, on ne sait pas. Parce que c'est des quantités très importantes qui sont absorbées et qui sont relâchées en même temps. Donc il faut vraiment avoir des quantifications très précises des deux flux pour savoir quel est le résultat net. Sacré défi. Alors à bord justement de ce bateau, il y a 48 scientifiques, 28 tonnes de matériel. Ça comprend de nombreuses sondes qui vont aller donc au fond de l'océan mais aussi en surface pour prélever ces fameux échantillons d'eau. Justement, on se posait la question avec Mathis. Quelle relation avez-vous avec les scientifiques à bord? Parce qu'on ne se parle pas. Alors, en tout cas pas verbalement. D'abord, c'est des scientifiques, pour la plupart, que je connais très bien. Pour certains qui sont des copains.
Et ça facilite les choses parce que du coup, je les connais. C'est à la fois des copains, donc je sais s'ils me parlent de façon un peu abrupte, à pas le prendre mal. Et c'est aussi des scientifiques que je connais pour certains très bien. Donc je sais quand ils me posent une question que je comprends mal, j'arrive à me mettre dans leur position pour comprendre c'est quoi ce qu'ils voulaient vraiment savoir. Ça fait qu'on a moins besoin de se parler pour anticiper les besoins des autres. Mais après, comment on communique ? Quand il y a une connexion satellite sur le bateau, alors ils peuvent m'envoyer des mails. Parce que ce qu'on n'a pas dit, Julie, c'est que là, pendant ces 52 jours, vous allez être un peu leur Miss Météo plus. C'est exactement ça. C'est Miss Météo pour l'océan. C'est ça, avec des données comme la salinité, la température de l'eau, même la chlorophylle, des choses qu'on n'a pas quand on regarde le bulletin à 20h, par exemple. C'est ça, et des choses aussi. Alors, la salinité, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que c'est difficile à la quantifier depuis des photos de l'océan. Ouais. C'est eux qui vont la mesurer. Moi, surtout, je me base sur des observations par satellite. En fait, les mêmes qui alimentent le bulletin météo. Sauf que moi, c'est pas la carte sur la Terre qui m'intéresse, c'est la carte sur la mer. Et ces photos par satellite me disent, avec la couleur de l'eau, des choses comme la température, des choses comme la chlorophylle, etc. Et aussi, le même satellite qui mesure notre GPS pour nous guider quand on marche ou quand on est en voiture, moi, il me dit la hauteur du niveau de la mer. Et cette hauteur du niveau de la mer me dit quelles sont les structures en cours, dynamiques, et me donne une idée de peut-être où sont les courants. Sachant que le satellite ne mesure pas directement les courants. Donc c'est là où moi, je dois imaginer, spéculer, faire des hypothèses pour dire le courant, il est là, et donc il faut qu'ils aillent ici pour faire leurs échantillons. Ça y est, le bateau peut prendre le large direction les îles Kerguelen. Donc c'est un archipel français qui se situe en Antarctique, en tout cas en bordure d'Antarctique. Ils sont à un peu plus de 3000 km de l'île de la Réunion, qui est d'ailleurs la zone habitée la plus proche. Et on les surnomme les îles de la désolation. Voilà, ça plante le décor. Pourquoi le navire il se dirige vers une région vraiment pas sympa ? C'est pas sympa parce qu'il y a des vents forts, il y a des tempêtes en permanence. Et parce qu'il y a des tempêtes, c'est là où il y a le plus d'échanges entre l'océan et l'atmosphère. Et pour quantifier notamment cette pompe à carbone, c'est là en fait qu'il faut savoir ce qui se passe. Pourquoi cette région-là aussi ? Parce qu'il y a un des objectifs dont je n'ai pas parlé encore, c'est d'aller détecter une éventuelle source hydrothermale. Au fond de la mer. Donc source hydrothermale, on est d'accord, c'est un mini-volcan qui sera en train de fumer. On est au fond de l'eau, il fait tout noir. Donc on n'y va pas non plus nous-mêmes, on envoie des robots qui prennent des photos pour nous. Et avant d'envoyer le robot, faut savoir où il faut l'envoyer, parce que c'est très très grand. Donc il y a une dorsale qui en fait, d'ailleurs, qui va jusqu'à la Réunion et qui descend tout au sud. Et donc c'est sur cette dorsale qu'on doit échantillonner des masses d'eau. Et en fonction du matériau qu'on va trouver dans cette masse d'eau, comme un détective en fait, se dire est-ce qu'on a des indices qui permettent de penser qu'il y aurait en effet dans ces environs une source hydrothermale ? Et si oui, essayer de se rapprocher, de savoir où précisément elle pourrait être. On vient de recevoir un mail, Julie. Apparemment, à bord, c'est compliqué. Ils sont tous malades. Ouais, c'est ça. Alors, c'est l'inverse de moi, parce que moi, c'est bon, avec l'ouragan, j'ai eu le temps de me préparer. Là, je suis prête, je suis au taquet. Et en fait, eux, ils répondent pas, ils disent rien. Et je comprends qu'en effet, ils ont tous le mal de mer. Et qu'en même temps, ils sont en train de se rôder et de prendre leur poste, chacun identifier quelle sera sa responsabilité pendant toute la campagne. Bon, c'est pas très plaisant. C'est vrai qu'on n'a pas dans la charte du scientifique ne pas avoir le mal de mer pour pouvoir partir en mission. Non, il n'y a pas. Par contre, il y a des questions pratiques comme est-ce que tu aimes partir sur le terrain ? Parce qu'en fait, ça arrive. Alors là, moi, je suis sur un terrain particulier parce que je suis toujours dans mon salon. Et en fait, je suis bien. mais pour eux, oui, c'est un vrai terrain de jeu qui est exotique. Bon, je suis désolée pour eux, mais c'est l'heure du goûter. Donc, je prends un petit gâteau. T'en veux, Mathis ? Même 2. Allez. Au début, c'est chouette, il y a peu de décalage horaire, mais ça ne va pas durer. Dans les prochains jours, ils vont commencer à changer de fuseau horaire, d'une part, et ils vont aussi mettre en place l'écart pour travailler en fait 24 heures sur 24 sur le bateau. C'est bien, ils sont 48, il n'y a pas de souci, mais nous... Voilà, et le problème, c'est que les chefs scientifiques qui décident finalement de la route du bateau et de où le bateau s'arrête pour prélever des échantillons, une des chefs, son quart, c'est la nuit. Et donc, je sais qu'il faut que je lui ai envoyé avant la nuit les informations. Et alors, en plus, moi, je me base sur ces photos par satellite. C'est pas moi qui les récupère du satellite directement. Ça passe par toute une chaîne de traitement informatique. Et elles sont disponibles à télécharger à 22h le soir. Et oui, en gros, c'est des données que nous envoie le bateau. Elles sont d'abord traitées
par satellite, puis digéré par un gros calculateur, c'est ça, et nous reçoit un tableau plein de chiffres. Alors en fait, c'est même pas envoyé du bateau. C'est les satellites qui prennent des photos de toute la Terre. Et alors là, moi, je vais chercher les différents satellites qui sont passés pour avoir les photos les plus précises. Mais c'est directement ce travail-là qui est fait en effet par des ordinateurs, mais qui m'envoie des tableaux de chiffres. Et c'est à moi de récupérer, et ça représente à peu près les conditions qu'il y avait le jour même sur le bateau. Donc il faut que je me repère, le bateau m'envoie sa position, et m'envoie la position des derniers stops qu'ils ont fait, et moi je retrace la route, et je me dis ok, donc là ils essayent d'aller dans cette direction, ils vont avoir quoi comme conditions devant eux pour les jours 1, 2, 3 après le jour d'aujourd'hui. C'est comme quand on décide ce qu'on va faire le week-end, sauf que là c'est pour leur dire où est-ce que dans quelle direction le bateau doit s'en aller. Mais ces tableaux remplis de chiffres, on en fait quoi? Alors déjà on vérifie que les chiffres sont bons, c'est-à-dire que c'est compatible par rapport à ce qu'on attend pour ce type de données. Parce que quand c'est pas bon, on jette ou on nettoie ou on retravaille. Et puis après on en fait des images. Et ce sont ces images que moi je travaille pour que ça se voit. Alors je joue à mettre du rose, du bleu, du vert. Donc on fait des images à partir de chiffres. Tout à fait. Et ces images-là vont représenter différentes choses de la surface de l'océan. Et c'est ça après, sur lequel moi je vais rajouter des petites annotations. Alors au crayon, non, parce que tout ça c'est sur mon ordinateur. Comme si je gribouillais en faisant des schémas et que je leur envoie à bord. Et comme ça leur donne une idée. C'est vraiment la carte météo, comme s'ils regardaient le journal télévisé. La météo du soir, sauf que c'est la prévision de Julie. Maman, t'arrêtes de travailler, on a faim, nous. Je crois qu'il y a Céleste qui vous appelle, Julie. De toute manière, on n'a pas les résultats avant 22h, donc on peut peut-être faire une petite pause dîner. C'est ça, donc là je pose juste mon ordinateur de côté et je me souviens que je suis aussi maman, qu'il faut que je fasse à manger. Sauf que j'ai encore dans la tête qu'est-ce que je vais regarder, quelle carte je vais faire et quelle couleur. Et justement, je vais choisir une palette rouge ou bleue et résultat, les pâtes sont trop cuites. Bon, c'est pas grave, Céleste, elle a 10 ans, elle peut éteindre le feu, non? C'est ça, maintenant elle est bien plus compétente en cuisine. Ça peut être simple avec votre famille. Non, c'est pas simple, parce que c'est vrai que quand j'ai ça dans la tête, même si je suis en train de faire à manger, j'ai toujours ça dans la tête, donc les histoires de copains, de copines, etc. de l'école, j'avoue, je les écoute que d'une oreille, j'y fais pas attention. Et en même temps, je me rends compte que la passion que j'ai pour mon métier, qui s'exprime particulièrement là pour cette campagne, c'est aussi, je suis contente de montrer ça à mes enfants, parce que je leur souhaite, à toi comme à elle, d'avoir un métier qui les passionne plus tard. Surtout qu'il y en a deux, là, des enfants. Votre aînée, c'est Céleste, c'est ça qui a 10 ans. Voilà. Et il y a Anita qui est plus petite. Et alors elle, pour le coup, il faut absolument qu'elle soit sur mes genoux. Donc en fait, comme j'ai 2 écrans, j'aménage un petit coin où elle peut taper sur le clavier et faire ce qu'elle veut. Et moi, je regarde ce qui se passe au-dessus. Sympa. Parfois, ça fait des couacs. Bon, on va essayer de dormir un peu parce que tout à l'heure, vous allez dans votre labo reprendre votre travail habituel. Qui consiste en quoi d'ailleurs? Alors, mon travail habituel en ce moment, c'est de faire des simulations du climat futur. Alors là, c'est vraiment comme des jeux vidéo. On utilise des super calculateurs très très gros, très puissants, qui sont très énergivores. Du coup, on ne peut pas se permettre de tout essayer, comme si on faisait une partie de jeu vidéo. On dit tiens, et si jamais au départ j'avais pris telle arme plutôt que telle autre ou autre chose. Bon, nous on peut pas. Donc on utilise des méthodes statistiques pour essayer d'évaluer tous les et si. Et c'est ce qu'on appelle la quantification des incertitudes. Et si les choses avaient été différentes, et si on avait tenu compte d'autres paramètres, est-ce qu'on aurait la même projection du climat dans le futur, dans 50 ou dans 100 ans? Parce que pour le moment, c'est vrai que c'est pas... vous vous basez sur le rapport du GIEC, c'est ça, vous travaillez là-dessus, sur ces prévisions qui ont été faites dans ce rapport. C'est ça, en fait, c'est moi qui fais les prévisions pour le rapport du GIEC. C'est le rapport du GIEC qui rend compte des prévisions que nous on donne. Et ces prévisions pour le futur, elles dépendent d'abord de comment nous, citoyens, on agit. Combien de gaz à effet de serre on va mettre dans l'atmosphère. Mais ça dépend aussi de comment moi, scientifique, j'ai fait ma petite cuisine interne, qu'est-ce que j'ai mis dans ces fameux modèles, dans mon jeu vidéo. Et c'est ça dont j'ai la responsabilité, pas juste de dire un peu comme Nostradamus, il fera plus 3 degrés. Mais au contraire, de dire quelle est la certitude. Exactement comme dans les présentations météo du temps qui fera demain, on a un indice d'incertitude. Nous, c'est pareil. Ce n'est pas un peu déprimant en plus? C'est complètement déprimant. Et c'est pour ça que là, je suis très contente d'avoir aussi en tête mon petit bateau qui avance et de me dire que ce soir, je vais regarder où il en est et je vais regarder les conditions du lendemain et me détacher un petit peu de ces projections de climat futur. Ouais, d'ailleurs, je vous trouve pas très concentrée là, avec les autres chercheurs, Julie. Vous avez la tête dans la mer, là, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, je me dis, mais en fait, j'aurais mieux fait de partir à bord, comme ça, j'aurais été intégralement dans un truc. Mais bon, voilà, il y aura d'autres opportunités.
La journée au labo se termine, au labo seulement, car dans votre salon, Julie, c'est un peu l'urgence. On vient de se rendre compte qu'un courant dans lequel le bateau devait faire des prélèvements n'est finalement pas là. Bon, je prépare un café, un thé peut-être pour vous là, parce qu'on va en avoir besoin, je crois. Non, là, on carbure au café, là. Au café, allez, parce qu'en fait, c'est un courant qui est tout le temps là, qui est très fort, qui s'appelle le courant des aiguilles. C'est l'équivalent de notre Gulf Stream. Et le bateau vient de partir de Durban. Il faut qu'ils aillent échantillonner ce courant pour mesurer tout ce qu'ils transportent. Et je regarde les cartes satellites. Et il y a une situation qui est en train de se produire, qui arrive que 1 ou 2 fois par an. C'est-à-dire que le courant s'en va au large. Et en fait, à bord, ils ne le voient pas, le courant. Ils ne peuvent pas le regarder avec leurs yeux et dire « Ah tiens, il y a une tache rouge, c'est là ». Donc ils sont complètement dépendants des informations que je leur donne, de leur dire le courant il est à telle distance, et ils ne peuvent pas se baser sur ce qui se passe normalement, vu que la situation est anormale. Donc là, c'est panique à bord, parce que je dois d'abord m'assurer que l'information que j'ai, dont je dispose, qui me permet de dire que le courant n'est pas là où il faut, que cette information elle est fiable. Donc ça passe par aller chercher plein d'autres sources d'informations indépendantes, comme quand on vérifie une fake news sur Internet, c'est pareil, pour aller croiser toutes ces informations et me dire est-ce que vraiment il n'est pas là ? Et il n'est pas là. C'est déjà une erreur de calcul ou Non, c'est la vraie vie. Il a décidé de ne pas être là où on l'attend, juste au moment où on allait l'observer. Et donc là, peu importe les chiffres qu'on a, effectivement, c'est la vie de ce courant. C'est ça, c'est la vie de ce courant, donc il suffit d'aller plus au large pour le trouver. Mais c'est un peu compliqué parce que comme c'est complètement anormal comme situation, on a aussi envie de mesurer la situation là où il devrait être. Sauf que moi, je peux appeler le capitaine du bateau et lui dire qu'il faut qu'il fasse 5 stops supplémentaires. Voilà, on rallonge de 10 jours la mission, ça ne passe pas. Donc toutes les observations supplémentaires qu'on doit faire, c'est au détriment d'autres qu'il va falloir enlever derrière. Et là, c'est que le début de la mission. Donc ça peut menacer une partie de la mission. Complètement. Donc si déjà là, on commence à prendre du retard, à la fin de 30 jours, ce sera mort. Maman, tu veux pas faire un jeu avec moi ? Non, là, je fais un truc là. Bon, Mathis, tu veux pas jouer avec Anita ? J'ai des trucs à faire aussi. Bon, je vais jouer avec Anita, tu vas jouer la poupée. Non, parce que là, vous avez un tout petit peu besoin de vous concentrer. Julie, l'objectif, convaincre les équipes. Donc c'est quoi le plan d'attaque ? Oui, Anita, j'arrive. Plan A, plan B, plan C, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, moi je calme la pression parce que le stress monte en me disant que c'est pas moi le chef à bord et tant mieux, et que tout ce que je peux faire c'est leur donner des alertes et leur dire attention, voilà ce que moi j'ai l'impression de voir, et leur donner le maximum d'informations, alors pas brutes mais justement digérées, pour que eux se fassent leur histoire dans la tête. Et donc j'imagine plein de scénarios, plein de possibilités. Je regarde aussi toutes les questions scientifiques auxquelles on pourra répondre après, a posteriori, en fonction de ce qu'on aura vraiment observé. Et c'est tous ces petits scénarios-là que j'essaie de faire des schémas, d'expliquer, de mettre des mots, de mettre pas que des mots, un peu d'injonction, de dire faut aller là, mais au contraire donner des arguments pour que à bord sur le bateau, quand ils vont avoir cette discussion et quand ils vont s'engueuler pour savoir ce qu'ils font, qu'ils aient des arguments scientifiques pour prendre leurs décisions. Parce que là, ils dépendent un tout petit peu de vous quand même, Julie. En fait, ils dépendent de moi parce que c'est moi qui vois pour eux. Et donc, s'il y a des données dont je leur fais pas part, que je leur envoie pas ou que je leur partage pas avec eux, ils ne le sauront pas. Ce matin, on est réveillé à 7h par des mails légèrement anxiogènes. Je vous les lis, Julie. On fait quoi, Julie ? Tu peux nous répondre, là ? Ouais, là, je suis pas du tout en train de dormir, je suis juste en train d'attendre d'être sûre que j'ai toutes les informations, que je me suis pas trompée. Je refais mes calculs, je regarde dans le futur, je regarde dans le passé, je regarde dans des situations des années avant où ça s'est produit, pour être sûre que j'ai rien loupé. Et je leur envoie un peu tout ça en leur disant bon courage pour la décision. Ouais, tout ça en plus c'est en général 30 pages, quoi. C'est ça. Donc il y a du boulot. T'es résistante au manque de sommeil, Mathis, ou pas ? Ça va. Ça va ? Ouais, moi j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Julie, comment vous gérez là ? En fait, moi j'arrive à ne pas dormir. Dans ces situations pendant comme ça. 52 jours ? Non, pas pendant 52 jours, mais j'arrive à ne pas dormir parce qu'en fait, c'est aussi une stimulation intellectuelle qui est géniale. C'est-à-dire que c'est comme un super sudoku qu'on n'arrive pas à régler et que là, tout de suite, on ne veut plus arrêter de faire ça. En fait, on n'arrive pas à faire autre chose. Et c'est pour ça, moi, j'ai un souci avec les sudoku, alors. Samedi 13 février, premier jour des vacances. J'imagine quoi, pas beaucoup se reposer. Eh ben non.
Parce qu'alors, il y a Anita et Céleste qu'il faut occuper, et en même temps, le bateau arrive dans le Grand Sud, et là, il faut absolument qu'ils échantillonnent une des branches du courant circumpolaire, et ce courant a la bonne habitude de bouger tout le temps. Lui aussi. Lui aussi. Donc il faut pas se louper, et il faut vraiment dire où c'est, et le Grand Sud, c'est très grand, donc dérouter le bateau pour changer la position des stations où on va s'arrêter, ça coûte beaucoup de temps. Maman, c'est l'heure d'aller au poney là. Direction le Poney Club, hein, c'est parti. C'est votre ordinateur que vous avez sous le coude là, Julie ? Ah ouais, en permanence. C'est pas Et puis possible. mon téléphone, comme ça me fait une connexion internet qui est suffisante pour télécharger mes données, pour regarder, vérifier les mails, refaire une simulation, refaire une hypothèse, tout vérifier. J'arrête pas. Là, il y a Céleste qui vous fait coucou, on peut lui répondre quand même, on prend des photos. On peut essayer. Mais si tu prends les photos pour moi, c'est bon. Allez, c'est parti. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas reçu de mail du bateau, évidemment. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas ce qui se passe. Moi, j'étais assez impatiente de savoir lequel des 3 options que je leur ai envoyées hier, ils ont prises. Il boude. Voilà, je me dis que j'ai pas envoyé des données suffisamment de bonne qualité, que j'ai pas répondu à leurs questions, donc je me remets en question. Et puis après, je me dis que je fais pas non plus partie des proches qui vont contacter s'il y a un problème, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui sait que je fais tout ce travail-là. Donc je commence à stresser, et je regarde, et en effet, il y a une grosse tempête. Et heureusement, il y a un mail qui arrive un peu plus tard qui me dit que ils se sont abrités à l'ombre d'une île parce qu'il y avait une grosse tempête à passer, et que le Marion Dufresne a beau être un très gros bateau très solide, il y a certaines tempêtes, il faut mieux se protéger. Et surtout que là-bas, c'est les 40e rugissants, 50e hurlants. Rien que les noms font peur, donc j'imagine même pas quand on est en plein dedans. Et c'est les vents, et c'est surtout l'état de la mer. Et j'ai déjà vu des photos de comment le bateau monte et descend quand il prend des vagues. Il escalade une montagne. Et il escalade des montagnes, et il redescend net. Alors, le fait aussi qu'on s'abrite, c'est que dans ces cas-là, de toute façon, on ne peut pas travailler. Donc en effet, si on ne peut pas travailler, ça ne sert à rien de rester à se faire brasser. Autant aller se mettre un peu à l'abri, dans une petite baie d'une île, s'il y en a une à proximité, et puis ressortir après quand c'est passé. Comment vivez-vous les choses depuis votre appartement dans ce cas précis ? Là, pour le coup, je suis contente d'être à Paris. parce que me faire brasser comme ça dans l'océan austral, je pense que je serais très inquiète. Je serais très soucieuse de l'inquiétude de mes proches aussi, qui eux, savent qu'on est très vulnérables dans cet environnement. Et en même temps, j'ai un petit pincement au cœur parce que j'aimerais bien partager ça physiquement avec eux. Et voilà, moi, je suis Miss Météo à Paris. Donc, ça, je le regarde à distance, au travers d'un écran. Vous voulez dire l'angoisse, la nausée, ça, vous aimeriez bien partager ça avec eux ? Voilà, donc tout est toujours en contradiction. J'aimerais bien, et je suis contente d'être à Paris. Trois jours se sont passés, ils ont pu reprendre la direction des îles Kerguelen, ça va mieux, on a eu des nouvelles de l'équipage. Ah, je crois d'ailleurs qu'on vient de recevoir un mail. Julie, il y a des photos, je vous laisse l'ouvrir. Ouais, alors là, j'ai les larmes aux yeux. Oh, c'est dur de pas être là-bas, c'est dur de voir C'est beau, je pense. Ça ressemble à quoi ? Alors, ça ressemble un peu aux photos qu'on voit de Nouvelle-Zélande ou d'Écosse, c'est-à-dire des traits verts très intenses, de landes, puis il n'y a pas vraiment de végétation développée. La mer est bleu roi tout autour, et puis évidemment, il y a une faune qui est assez marrante, il y a des manchots empereurs, il y a des éléphants de mer, etc. Et c'est vrai que de voir les photos, j'ai déjà vu des photos, mais de voir les photos prises par mes collègues, que je sais où ils sont et que je pilote depuis 1 mois et demi, c'est dur là. Ça te donne envie d'y aller, Mathis, toi, de voir ça, d'aller sur les îles de la désolation ? Moyen. Ouais, c'est un peu, c'est pas très hospitalier quand même. Non, c'est pas hospitalier. C'est pas des îles où l'humanité peut vivre. Par contre, c'est des îles qui hébergent des écosystèmes qui se plairaient pas ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant pour des scientifiques, c'est de comprendre justement pourquoi cet écosystème a réussi à se développer dans cet environnement si hostile. 8 mars 2021, le Marion Dufresne fait son grand retour dans le port ouest du port de la Réunion. On reçoit un appel, je crois que c'est pour vous, Julie. Allô Julie, c'est Catherine. En fait je t'appelle, on vient de débarquer, c'est pour te donner des nouvelles. On est juste à la Réunion, là avec le Marion Dufresne, et voilà. C'était juste pour te dire comment s'était passée la campagne.
Là, j'ai un gros coup de blues parce que c'est dur, la fin, parce que c'est dur. Je pense que tous sur le bateau, ils ont le même. Ils sont contents de me parler parce que ça fait quand même pas mal de semaines qu'on échange par mail et par message. Et là, de se parler de vive voix, c'est chouette parce qu'on a l'impression d'avoir été très proches et en même temps très loin en communication. Il y a Donc, des ça vraies fait du bien. personnes derrière ces mails. Bon, là, c'était des amis, vous le saviez. mais- Voilà, exactement. Qu'il y a des vraies personnes et que voilà, qu'on se dit qu'on a bien pensé les unes aux autres. Et puis elle, en fait, elle range tout. Alors là, je suis contente d'être à Paris parce que c'est Encore une fois, quand même. débarquer le bateau, tout ranger, repartir pour des heures de voyage. Moi, je ferme mon ordi et je retourne au labo, quoi. Ça fait drôle quand même de se dire ça y est, ce terrain, là on était bien confortable quand même dans votre salon, même un petit peu à l'étroit, c'est vrai, mais ça y est, c'est fini quoi. Ça y est, c'est fini. Ce coup de blues, tout le monde l'a. Et peut-être pour moi, ça a été plus court parce que justement, j'étais en immersion virtuelle. Mais pour tous les gens qui débarquent à terre, c'est très long. Ça se compte en plusieurs mois avant d'avoir vraiment posé pied à terre et retrouvé ses marques. Vous allez vous voir prochainement, non? On va se voir prochainement, ouais, dans un petit mois. C'est le premier gros meeting où tout le monde se réunit. Et alors là, j'y vais. Je reste pas derrière mon ordi. J'ai envie d'être avec eux pour de vrai. Et puis, il y a tout le côté festif. C'est pas du tout parce qu'on aime bien faire la fête ensemble, mais c'est parce qu'il y a le Si, temps quand de même. discussion. Oui aussi, mais il y a le temps de discussion en salle de conférence où on est très sérieux. Et puis quand après on fait autre chose, c'est là où on revient aussi sur la science. Et nous, scientifiques, on débranche jamais complètement notre cerveau. Et donc, on a besoin aussi de ces moments off, on va dire, sociaux, hors boulot, pour parler du boulot différemment. Surtout que là, à ce moment-là, lorsque vous allez vous retrouver, il va y avoir des résultats très importants pour l'océan, c'est qu'on va pouvoir déterminer si l'océan continue d'absorber le carbone ou si ça y est, ce rôle de pompe est terminé, c'est ça. C'est ça, alors on le saura pas dans un mois. Ça va durer Il y aura des 3 pistes à en tout 5 cas. ans. 3 à 5 ans. Eh oui, c'est des thèses qui commencent là pour analyser tous les résultats et c'est pas une seule thèse, c'est plusieurs thèses et c'est des contributions de plein d'étudiants, de plein de scientifiques, de toutes nationalités dans tous les pays qui vont vraiment dépouiller toutes ces données et en tirer le maximum d'informations. Moi, j'ai hâte de savoir là en fait si on a bien réussi à taper dans les courants Oui. comme j'avais imaginé. Ça, j'avoue, je suis impatiente de le savoir. Si on a découvert une source hydrothermale, parce que ça aussi on ne le sait pas. Ça aussi, on le sait pas encore. Pourquoi ça prend autant de temps? Eh bien parce que à l'identique des histoires des données là par satellite, des fameuses images qui en fait sont juste des données, tableaux sur lesquels je mets des coloriages, c'est pareil en fait, tout ça c'est des chiffres. Et ces chiffres-là, alors d'abord d'une part, avant d'avoir le chiffre, il faut faire l'analyse. Donc quand c'est des échantillons d'eau, il faut passer dans multiples instruments de mesure, des appareils de mesure. Parfois il faut faire d'abord des filtrations, etc. Et c'est tout un tas de traitements chimiques, parfois très complexes, qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à un chiffre. Et donc, pour arriver à un tableau de plein de chiffres, il faut en faire beaucoup des analyses. Et une fois qu'on a le tableau de chiffres, c'est là qu'on essaye de le faire parler pour en sortir des idées, des théories, des confirmations d'hypothèses ou des affirmations et surtout plein de questions en fait. C'est incroyable parce que cette mission de Marion Dufresne pour aller aux îles Kerguelen, elle a mis 3 ans à se préparer. Et là, dans 3 ans, on va avoir les résultats. C'est aussi ça, la recherche, c'est du temps extrêmement long. Tout à fait. Et ce temps long, c'est vraiment une composante essentielle du métier que Mathis, je t'encourage à garder à l'esprit parce que clairement, ceux qui sont très impatients et qui aiment bien avoir tout de suite les résultats de leur travail, c'est peut-être pas la filière à suivre. Parce qu'il faut accepter que ça prend du temps de bien faire les choses. De l'argent aussi. Ça prend de l'argent aussi. C'est certain, donc tous les pays n'ont pas les moyens d'avoir des volets de recherche académique comme nous on a en France. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec les pays qui le font, donc on collabore énormément entre nous en fait. Certes, il y a de la compétition dans le monde de la recherche, mais il y a surtout beaucoup de collaboration, parce qu'on ne peut pas tous tout faire. Et surtout, la plus grosse erreur serait de faire 2 fois la même chose. Donc il faut parler anglais aussi, on a oublié de le dire. Ah oui, ça c'est sûr, tout est en anglais. On aurait dû faire l'interview en anglais. Next time. Avant ça, tea time, vous voulez un petit café, un petit thé, quelque chose pour clôturer cette mission ? Volontiers. Vous voyez, moi j'ai 15 ans. Et à mon âge, c'était quoi votre rêve? À ton âge, je voulais être astronaute. Oh là là, sacré rêve. Ouais. Je manquais pas d'ambition. C'était mon rêve d'aller explorer l'espace parce que cette dimension d'exploration de l'inconnu, là où on n'est pas allé encore. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est d'être océanographe. Parce que j'ai pris la mesure de tout ce qu'on ne connaît pas encore dans les océans. C'est au sens vrai, c'est-à-dire que là, le bateau, il a prélevé des échantillons d'eau où on n'est jamais allé.
Donc j'en garde d'ailleurs dans ma cuisine, j'ai des petites fioles avec des échantillons d'eau qui viennent de 3500 mètres. Donc l'exploration, en fait, on la fait aussi sur Terre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues et qu'on ne comprend surtout pas. Dans la mer depuis la Terre avec Julie Deshaies, océanographe physicienne, chercheuse CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat. Un podcast produit et réalisé par René Prod en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, la Fondation de la mer, Gobelin, l'École de l'image et pour cet épisode, le lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation et le développement durable.